Merci à tous de votre présence. On est ravis de pouvoir se réunir aujourd'hui dans des conditions un peu exceptionnelles de par les conditions et de par évidemment la neige, parce que la neige quand même à Brest, si on avait dû attendre la neige pour se réunir, je ne sais pas quelle date on aurait fixé dans le calendrier. Donc la neige est venue à nous et ça va bien se passer, donc ça donne un côté encore un peu esprit de Noël à ce moment, donc voilà, ça rajoute. Merci donc à tous d'être présents pour l'inauguration donc de l'école Microsoft IA Brest Plus by Simplon et Isen. Sans plus attendre, je vais appeler avec moi Michel Gourtet, vice-président de Brest Métropole en charge de l'économie et président du Technopole Brest-Tiroise, qui nous rejoint. Voilà, au pupitre, Michel, bienvenue. Voilà, normalement, tout est calé. On aura les petites lingettes après pour désinfecter le pupitre, etc. Donc je pense qu'on est irréprochable là-dessus. Voilà, je vous laisse la parole, Michel. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue pour ceux qui ne sont pas brestois à Brest-la-Blanche aujourd'hui. Et donc je suis vraiment heureux que l'on soit ensemble pour célébrer ce bel événement. Donc je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette introduction. Bienvenue à Brest, au nom de François Cuyandre, maire de Brest et président de Brest Métropole, et de moi-même bien sûr. Et puis moi je suis content d'être là, d'où le titre, le Frédéric l'a dit, à la fois comme vice-président économie de Brest Métropole, mais aussi comme président du Technopole de Brest, puisqu'on est au cœur des sujets qui nous motivent, n'est-ce pas Françoise, à longueur de temps. Donc, merci à tous d'être là. Je remercie naturellement, à la fois la directrice de Simplon, pour Pôle Emploi, le directeur, je crois, qui est là. Marc Faudeil, le directeur de l'ISEN, ma collègue, le vice-présidente du Conseil régional de Bretagne, cher Farouk, tu es ici chez toi, et puis bien sûr Carlo. Nous avons hier soir presque refait le monde. En tout cas, je trouve qu'il a changé d'ailleurs. Qu'il a changé depuis ce matin, mais nous étions d'ailleurs avec François Cuyandre, nous avons passé de bons moments d'échange hier soir. Donc peut-être, je vais retirer le masque, c'est peut-être plus facile puisque là je suis à distance suffisante pour ne pas contaminer. Donc merci aussi pour l'organisation en deux espaces, qui a permis, qui fait que les apprenants ne peuvent pas être avec nous là, pour les raisons sanitaires, que l'on a bien vu, que l'on comprend tous bien, mais en même temps, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir maintenu cette inauguration de cette école. Peut-être quelques éléments pour nous de repères par rapport à cet événement. D'abord, saluer, Carlo, le choix de Microsoft d'implanter durablement une école consacrée à l'intelligence artificielle ici, puisque ça additionne, ça augmente la dynamique de notre écosystème en matière d'innovation, de notre écosystème brestois. En même temps, peut-être une remarque pour dire qu'ici, rappeler que tous les ingrédients, tous les éléments sont réunis sur le territoire de notre French Tech Brest Plus. Vous étiez dans les locaux là tout à l'heure, puisque nous faisons partie, Frédéric, des 13 capitales, tout à fait. 13 capitales French Tech françaises, avec nos collègues de Lannion et de Quimper et de Morlaix qui se sont associés à nous au sein de la French Tech Brest Plus. Donc ce plus est cet élément d'agrégation autour de Brest des forces de l'Ouest breton. Et donc ici, on retrouve naturellement l'université,
des écoles d'ingénieurs, hein, l'ISEN en est un bel exemple, avec d'autres, des équipes de recherche. Je crois que cet après-midi, Carlo, vous rencontrez le président d'Ifremer, hein, des startups, des PME et des grands groupes, des fonds d'investissement. Et tout cela fait un ensemble d'acteurs qui sont animés par le Technopôle Brest-Thiroise, qui lui-même porte la French Tech Brest Plus, j'en parlais, mais aussi notre grosse opération fédératrice, hein, qui est de lisibilité nationale et internationale de Brest, campus mondial de la mer. Puisque je rappelle, nous faisons partie, Brest est la capitale française des sciences et technologies marines et fait partie des grandes places mondiales en la matière. Peut-être une autre observation, c'est que toutes les filières économiques sont représentées ici dans la première promotion de l'école et montrent bien la diversité du portefeuille d'activités que nous avons à la Pointe Bretonne. Et puis ainsi, ces entreprises verront demain leur compétitivité renforcée. Mais j'ai envie de citer dans l'agro-agri Euriden, qui est, je crois, après la fusion entre Triskalia et Doucy, la troisième coopérative, je crois, peut-être troisième coopérative française agricole. Dans la filière banque-assurance, bien sûr, avec le Crédit Agricole, avec Arkea et avec Verlingue. Dans la santé avec le CHRU, la Smart City avec Brest Métropole et l'ADEPA, notre agence d'urbanisme. Dans le numérique, bien sûr, avec Alcatel-Lucent, Capgemini et d'autres. Et puis, bien sûr, la défense avec Thales. Donc, on a là une belle diversité, une bonne représentation de la diversité de notre portefeuille d'activités. Ensuite, une autre remarque, c'est d'avoir une filière locale d'excellence qui puisse se développer en matière d'intelligence artificielle et d'importance stratégique pour notre territoire. C'est pour cela que dès le départ, d'ailleurs, nous nous sommes rencontrés, c'était en novembre 2019, avec les équipes de Simplon, les équipes de Microsoft. Donc, je crois que c'était d'ailleurs dans ces bâtiments à côté. Et puis moins d'un an et demi après, nous voilà à inaugurer ensemble cette école. Donc je m'en réjouis vraiment, puisqu'il est important que les talents, les apprenants que vous rencontriez tout à l'heure soient formés localement, puissent être ensuite embauchés par nos entreprises, et cela avec un partenariat avec un géant mondial du numérique qui en assure la pertinence du contenu pédagogique. Et c'est ce que on m'a préparé et qui est tout à fait, je trouvais, une bonne illustration, que ces mêmes compétences en intelligence artificielle seront les mêmes à Brest comme à Seattle ou dans les Silicon Valley grâce à votre apport. Peut-être enfin de dire de souligner que cette opération marque un bel esprit de coopération entre Microsoft, avec Simplon, dans le déploiement de cette école à Brest, et vous avez choisi d'opérer votre programme avec l'ISEN, qui est une des écoles d'ingénieurs, marque remarquable ici, et en associant les partenaires à l'ensemble du développement ensuite. Donc, cher Carlo, je pense qu'ainsi Microsoft affirme son engagement dans notre région. Plusieurs initiatives ont été conduites par le passé, et nous souhaitons que ces partenariats puissent se renforcer au bénéfice à la fois des parties prenantes et de notre écosystème. Donc, bonne chance à la promotion qui est représentée, je crois, ce matin. Oui, ils sont deux à prendre la parole tout à l'heure, Julien et Ludivine, qui attendent dans la salle. Sagement. Ils sont juste ici, là. Ils sont juste ici. Donc, merci de transmettre à vos camarades. Donc, bonne chance à votre promotion. Et puis, je voulais aussi remercier les équipes des uns et des autres qui ont permis la réalisation de ce beau projet. Et donc, merci aux apprenants de votre engagement. Et au total, merci de votre attention. Et je crois que
Frédéric, je ne vais pas faire votre travail, hein, mais... Tout à fait, tout à fait. Je vais me rapprocher. On va remercier Michel Gourtet par quelques applaudissements et accueillir Carlo Purasanta, donc président de Microsoft France. Le temps pour moi de faire le petit travail, voilà, pour accueillir Carlo dans les meilleures conditions. Voilà. Carlo, merci d'être avec nous depuis hier matin déjà. Hein, vous avez enchaîné les rendez-vous qui étaient parfaitement orchestrés par François et par Jean-Eudes notamment. Et ravi de vous accueillir au sein du bâtiment totem de la French Tech, juste au-dessus. Donc, je vous laisse enchaîner. Merci François, bonjour à toutes et à tous. Merci Michel pour l'introduction et merci à tous pour vous être déplacés effectivement sous la neige et en période de Covid. C'est très important et évidemment nous avons maintenu cette inauguration qu'on aurait dû faire en octobre en fait. En octobre c'était carrément le confinement donc on ne pouvait pas, mais on a tenu à le faire parce que c'est très important de souligner, comme Michel l'a dit très bien, l'engagement d'une ville, de la participation de toutes les entreprises, tous les partenaires que je remercie du fond du cœur. C'est très important de voir cette mobilisation. Isen, Marc, c'est super parce que c'est la première fois que de cette expérimentation avec Simplan, avec qui on travaille depuis 3 ans, on arrive à faire aussi un partenariat inédit avec vous pour faire cette installation à Brest. Et tout ça démontre qu'il y a une vraie envie d'utiliser le digital pour continuer à transformer nos industries. Et c'est très important, d'ailleurs, c'est de ça dont je vais vous parler. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la technologie. Je suis passionné, bien sûr, par ce qu'on peut faire avec les nouvelles technologies pour transformer le monde. Et 2020 a été une année très particulière, certainement surprenante. Le fait que ce soit une problématique de santé, bien sûr, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais ma réflexion est la suivante. C'est-à-dire qu'en 2020, nous avons eu une accélération dans la compréhension de l'apport du digital qui a fait accélérer les mentalités. Certaines disent de 3 ans, certaines disent de 5 ans. Enfin, je ne sais pas à la fin de cette crise combien d'accélération on aura eu, mais c'est clair que c'est un pas en avant incroyable sur la compréhension de l'impact de la technologie sur les organisations des communautés, soit-elles des écoles, parce qu'il faut continuer la pédagogie à distance, soit-elles des organisations privées, ou publiques, ou tout type d'autres communautés. Moi, ça fait 25 ans que je vais vous faire sourire, mais ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je n'avais jamais eu autant d'emails de CEO, dans ce cas-là français, parce que je travaille en France, qui me disent merci à tes équipes, parce qu'en fait, vous avez été notre ligne de défense dans notre plan de continuité des activités. Donc, les PDG français se sont rendus compte que la technologie n'est pas ce back-office pour faire des choses un peu étranges, développées par des geeks dont on ne comprend pas le langage, mais c'est en fait des outils, tout simplement des outils, qui permettent aux gens de continuer à travailler, à des processus de continuer à fonctionner, et donc à des entreprises d'opérer. C'est aussi simple que ça. C'est ça le digital. Depuis 2015, on parle de révolution industrielle. Alors, pour ceux qui aiment un peu l'économie, une révolution industrielle, la définition, que j'ai réétudiée parce que je l'avais oublié, la révolution industrielle, c'est quand un facteur de production arrive dans le monde de la production industrielle et ne s'ajoute pas simplement aux autres, mais ça change fondamentalement la façon d'agréger les autres facteurs de production pour produire un bien ou service. Donc c'est un facteur qui arrive, mais qui change aussi l'utilisation des autres. Donc avant, on faisait beaucoup avec les bras, puis dans l'agriculture avec des machines qu'on bougeait avec les bras. Ensuite, il y a eu la vapeur. La première grande révolution, c'était la vapeur. Quand il y a eu la vapeur, en fait, c'était une machine au milieu, et les femmes et les hommes étaient autour de la machine. Donc l'organisation du travail était autour du facteur productif vapeur, qui avait, lui, pris la place du muscle humain. Très bien. Puis il y a eu l'électricité. En fait, l'électricité est arrivée en 1870, et en fait, ça n'a pas changé la production jusqu'en 1915, quand Taylor et Ford ont inventé la ligne de production. Parce qu'avant, en fait, on avait remplacé la machine à vapeur avec une machine électrique. Elle était toujours au centre, les gens autour. Et en fait, c'est en 1915, c'est-à-dire, ça fait quoi? Ça fait 45 ans après l'introduction de l'électricité, que quelqu'un réinvente la production industrielle avec une ligne.
Et en fait, on voit que l'organisation du travail change, et les femmes et les hommes, ils sont autour de la ligne. Voilà, donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'intelligence artificielle, donc après la vapeur, l'électricité et l'automatisation des processus avec la robotisation, est la 4e révolution industrielle que nous sommes en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que notre génération, enfin, les générations qui sont au travail en ce moment, sont en train de vivre cette 4e révolution. C'est une révolution qui touche toutes les industries. C'est la première fois qu'on voit autant de rapidité d'une transformation s'opérer dans le monde, et c'est la première fois qu'on voit toutes les industries touchées. Il n'y a pas une industrie, que ce soit le fait de faire un film pour le cinéma, jusqu'à une machine agricole sur un champ, il n'y a rien que la technologie n'est pas en train de transformer profondément. Alors il y a 2 attitudes par rapport à ça. Soit on a peur de la technologie et on imagine qu'elle va réduire globalement la valeur pour les personnes, c'est-à-dire qu'elle va remplacer des jobs, elle va détruire de l'emploi. C'est une vision que je comprends et il faut toujours faire attention, donc je ne critique pas, il faut toujours être attentif à cette critique que je pense toujours constructive. Mais moi j'ai une approche très optimiste sur la technologie, parce que je pense que en fait, ça transforme, mais ça crée aussi beaucoup d'opportunités, et ça va résoudre des équations qui sont très compliquées, qu'on n'a toujours pas résolues. Je vous en fais quelques exemples. On va être 9 milliards de personnes sur la planète en 2050. Tous les experts qui analysent la production agricole, il n'y a personne qui sait dire comment est-ce qu'on va donner à manger à 9 milliards de personnes avec la qualité et dans le respect de la planète. C'est-à-dire parce que l'eau est finie, elle n'est pas infinie, les ressources de la Terre sont finies, pas infinies, et il y a 9 milliards de personnes qu'il va falloir alimenter. Comment on fait? C'est une équation qu'il faut résoudre. La technologie peut résoudre cette équation. Nous avons vécu la pandémie. Est-ce que nous nous sentons bien sur la compréhension de cette maladie nouvelle? Est-ce que nous nous sentons bien sur la gestion de la crise? Est-ce que nous nous sentons bien sur la prévention? Est-ce que nous nous sentons bien sur la livraison des masques, sur la livraison des vaccins, etc. Alors, je ne souhaite pas qu'il y ait une nouvelle crise, mais on a bien compris que ça peut se répéter. Est-ce que la santé est un sujet sur lequel on a résolu toutes les équations? Est-ce qu'on sait soigner toutes les maladies? Donc non, 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 non. La technologie, ça doit servir à ça. Est-ce qu'on peut améliorer la qualité de vie des personnes avec de la prévention, du soin, un travail d'accompagnement après soin, et tout ça pour qu'on vive plus longtemps et mieux, et avec des maladies qu'on puisse traiter. Voilà des équations très belles à régler. Je peux vous en faire plein d'autres. La mobilité, on en parlait hier soir à table avec Michel et le maire. Tous les jeunes aujourd'hui, ils ne sont plus dans une culture comme nous de j'achète une voiture pour la garder dans un parking et puis la sortir de temps en temps pour faire des voyages. Les jeunes, ils ne veulent pas acheter de voiture. Les jeunes, ils veulent bouger de A à B avec un service simple, avec un coût défini et avec un impact CO2. Ça va être de plus en plus comme ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 90% du temps des voitures dans des parkings? Donc économiquement, est-ce que ça fait du sens? Ou est-ce que ça fait du sens d'aller avec un service de A à B avec un coût, un impact environnemental et avec un service de qualité où je peux, par exemple, demain, je n'ai pas imaginé une voiture autonome qui me conduit et du coup je peux faire autre chose, je peux regarder un film, je peux lire et me renseigner sur le monde. Voilà, la technologie peut résoudre tout ça. Donc, l'école IA, depuis 3 ans, est une démonstration du fait que la technologie peut appartenir à tout le monde. Ce n'est pas une question d'expert Bac plus 12, c'est une question de tout le monde. On a commencé en 2018 pour démontrer qu'on peut former des jeunes ou moins jeunes, donc ça va de 18 à 50 ans pour l'instant, mais on est ouvert à d'autres candidatures. J'ai envie d'apprendre, je suis passionné par ce que la technologie peut faire dans le monde, et je n'ai pas peur de me remettre en discussion. Je fais 7 mois de formation, 12 mois de professionnalisation, et j'accède à un job intéressant, technologie, impact sur une industrie. Ça fait 3 ans que c'est un succès. Le taux de conversion, enfin le fait d'avoir un travail à la fin de cette formation, on est au-delà de 90%, donc je pense que c'est probant. Et moi, je suis toujours ravi de voir à chaque fois les promotions, parce que bien sûr, elles sont toujours un peu timides au début, mais il y a de l'enthousiasme, il y a un engagement profond
parce que c'est un peu c'est pas les études qu'on a subies quand on était plus jeune et on voulait s'échapper. Là, c'est une éducation qu'on choisit pour changer sa vie. Donc l'engagement des apprenants est juste magnifique. Et le message qu'on a essayé de passer ce matin, c'est que la solidarité entre eux, ça va aussi faire la différence. Parce que, in fine, la technologie, ce n'est qu'un outil. Et j'ai dit aux jeunes, c'est pas une question d'apprendre beaucoup de tech. C'est de comprendre la tech pour comprendre comment on en fait quelque chose entre personnes. Donc le fait de savoir écouter, le fait de savoir comprendre des perspectives différentes, le fait de travailler en équipe, le fait d'utiliser la donnée pour résoudre une équation et la capacité de restituer ce que nous avons appris et construit vis-à-vis d'autres personnes, voir les personnes qui utilisent notre produit ou service et les rendre heureux sur comment ils font leur métier, augmenté par la technologie, c'est passionnant. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de transmettre à ces apprenants, et c'est ce que nous avons vu ces apprenants faire ensuite dans les entreprises dans lesquelles ils ont trouvé un boulot. Donc voilà, donc bravo aux 20 qui ont fait ce choix à Brest, ravi de les voir engager ce parcours, et puis je leur ai dit que je veux les voir à la fin de la promotion avec une confiance acquise pendant cette formation pour pouvoir aller développer cette valeur avec les entreprises de Brest, de l'Ouest, de France. Et je suis sûr que, d'ailleurs, la journée de hier a été, Michel, magnifique pour moi. Ça faisait longtemps que je ne venais pas à Brest. J'ai trouvé un écosystème, je conclus là-dessus, très intéressant, des vrais atouts. C'est une ville industrielle, c'est une ville qui va du spatial à l'agriculture. Il y a la possibilité d'avoir un vrai impact dans un monde qui doit se transformer, qui doit être plus respectueux de la planète, qui doit, et les jeunes l'enseignent tout le temps, avoir une transparence dans la façon de comment les entreprises opèrent et de comment elles se sentent responsables du fait de traiter les personnes bien et de traiter l'environnement bien. Et je pense qu'ici, il y a des atouts. J'ai vu des startups, j'ai vu des dirigeants de fonds, j'ai vu toute une équipe. En fait, il y a la volonté de faire la différence. Et la bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas aujourd'hui un endroit de la planète où c'est plus possible qu'ailleurs de faire la différence. C'est la ville et le monde. C'est ça que le digital amène. Donc il ne faut pas être à San Francisco pour faire la différence ou à Seattle. On peut le faire à Brest. Et je pense que voilà, si on crée le bon écosystème, on peut faire des grandes choses. Et je serais ravi de voir au fur et à mesure cet écosystème évoluer et créer plus de compétences digitales pour transformer les industries qui vous tiennent à cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carlo. Merci beaucoup. On va continuer sur l'aspect, en savoir un petit peu plus sur l'aspect pédagogie aussi de l'école. Il faut être un peu multicasquette en ce moment. Et c'est donc Noëlle Giraud qu'on accueille, directrice générale adjointe de Simplon. Je vous laisse vous installer. On a été ravis il y a quelques semaines également d'accueillir Frédéric sur le territoire, qui était venu nous voir et découvrir l'écosystème. Donc je vous laisse également nous en dire plus sur Simplon. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Après des mois principalement en télétravail, j'étais plutôt entourée de mes 4 murs. Là, c'est assez vertigineux d'être dans cet endroit assez exceptionnel, en particulier sous une tempête de neige. Donc c'est une belle aventure. Je suis aussi ravie d'avoir vu ce matin la promo. Parce que c'est toujours un plaisir pour moi, c'est une vraie admiration pour vous d'avoir fait le choix de vous investir dans une aventure collective qui est difficile, c'est très exigeant la pédagogie Simplon, c'est intensif, donc j'imagine que certains sont parents, ils ont peut-être des enfants qui ont eu des cas Covid au collège, qui ont eu des tas de problèmes logistiques, et en attendant ils sont toujours là tous les matins, jusqu'au soir, ils s'accrochent, et ça fait toute mon admiration, et je vous encourage à continuer, parce que c'est un très bon choix. Quelques mots peut-être sur Simplon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, ce qui est possible. Donc Simplon, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Au départ, c'est parti d'un pari. Le pari qu'on peut apporter 2 réponses. Une réponse à l'inclusion et une réponse aux tensions sur l'emploi en formant le plus grand nombre aux métiers en tension du numérique. La mission de Simplon, c'est vraiment de faire émerger des talents qui n'auraient pas forcément eu l'idée
qu'ils pouvaient accéder à ces métiers, leur donner accès à une formation qui est gratuite et les accompagner dans un nouveau parcours professionnel. C'est ça qui nous anime au quotidien chez Simplon. Par contre, on ne fait pas ça tout seul, on fait ça avec beaucoup de partenaires qui se mobilisent pour que tout ça soit possible, que ce soit des partenaires publics, des partenaires privés, et je crois que vous êtes un peu tous là dans la salle pour en témoigner. Peut-être en quelques chiffres, on a formé à peu près 11 000 personnes, dont 8 000 en France, et on a actuellement 3 700 personnes qui sont en formation chez Simplon, dont 37% de femmes. Nous, notre vision, elle est assez forte sur l'impact social. On veut vraiment contribuer à ce que la proportion de femmes dans les métiers du numérique augmente, et c'est une action très très forte. Alors, peut-être quelques mots pour passer sur l'école de Brest. Chez Simplon, et je pense que c'est ce que vous a dit Fred quand il est venu, on est super admiratif de l'énergie et du dynamisme breton qui ont poussé avec beaucoup de force le vent dans le même sens, dans un contexte hyper compliqué. Vous avez dit les premiers contacts, c'était fin 2019, bam, confinement. Et malgré tous ces obstacles, on a aujourd'hui une promo de 20 personnes. On avait quand même 90 candidats, ce qui est, je crois qu'historiquement, c'est le plus important nombre de candidatures. En tout cas, c'est plus que Rennes et Nantes. Et donc, malgré tout ça, les candidats n'ont pas eu peur. On est très heureux que cette formation se tienne à Brest. Pourquoi Brest? Parce que pour les mêmes raisons que Carlo, on pense que Brest est à la pointe sur le numérique. Il y a des métiers hyper spécifiques qui vont se développer. On parlait ce matin de la cybersécurité maritime, et il y a aussi vraiment une très très forte mobilisation sur la reconversion. Donc on pense que c'est hyper compatible et qu'il y a beaucoup de futur dans les métiers du numérique à Brest. Un petit mot sur nos partenaires. L'école de Brest, nous, on est un contributeur, mais c'est une vraie aventure collective. Donc il y a des acteurs qui se sont mobilisés, vraiment, j'ai dit tout à l'heure, de façon sans précédent. Dès le départ, il y a la région, il y a Pôle emploi, il y a tout l'écosystème brestois, donc Brest Métropole, la Technopole Brest-Tiroise et la French Tech Brest Plus, je l'ai bien dit. J'en profite aussi pour remercier le Crédit Agricole Finistère, qui également s'est mobilisé très rapidement, très tôt pour accueillir nos apprenants et rejoint une dynamique assez nationale qu'on observe au Crédit Agricole. J'ai vu tout à l'heure un slide avec toutes les entreprises partenaires, ce serait trop long de les citer, mais je crois qu'elles sont extrêmement nombreuses et elles n'ont pas compté leur temps pour les comités de pilotage, partager des cas pratiques pour que ça puisse derrière inspirer la pédagogie. Et ensuite, je garde pour la fin, on est vraiment très très heureux, je vois pas Marc, je sais pas où il est. Marc, tout devant. On est vraiment très heureux que ce soit notre premier partenariat. On pense qu'avec l'ISEN, on partage des vraies valeurs communes. Et donc merci à l'ISEN d'avoir accepté d'être notre partenaire pédagogique sur ce métier, sur l'insertion. On espère que c'est le début d'une belle coopération. Tout à l'heure, on en a eu un exemple concret quand vous disiez qu'il y avait un certain nombre d'étudiants qui, en plus, sur leur temps, prenaient des moments avec les apprenants en tutorat, en cours de maths, soft skills, etc., cours de code. Moi, je trouve que c'est assez fabuleux de voir cette collaboration. Donc, un grand merci à tous. Bon courage aux apprenants. Vous êtes au milieu du chemin. Comme l'a dit Carlo, on revient à la fin. Mais en tout cas, vraiment, bravo et accrochez-vous, ça en vaut la peine. Merci à tous. Merci beaucoup, Noël. On va continuer à découvrir l'ensemble des partenaires et financeurs qui ont pu permettre justement à cette école de voir le jour. On va accueillir Sabine Bodvex-Walter, directrice adjointe directrice de l'agence Pôle emploi Brest Europe. Voilà, la place est propre. Je vous laisse nous en dire plus. Merci à vous. Aujourd'hui, je représente la direction territoriale et je remplace Françoise Nicolas qui devait être présente et qui malheureusement a eu un empêchement. Donc, moi, je suis la directrice du Pôle emploi de Brest Europe qui a eu en charge l'accompagnement et le sourcing des stagiaires. Donc, en quelques chiffres, aujourd'hui, c'est environ 33 000 salariés qui travaillent dans le numérique en Bretagne, dont 60% dans le seul bassin rennais,
sachant que le bassin de Brest arrive en 2e position. 93% de ces contrats sont des CDI, et à l'heure actuelle, 7 employés sur 10 sont des hommes. Nous savons tous que la transformation numérique est un facteur essentiel de compétitivité pour une majorité d'entreprises, quel que soit son secteur. Le défi pour les entreprises, c'est de développer des talents et de recruter les compétences dont elles ont besoin, ce d'autant plus dans le secteur en pleine expansion de l'intelligence artificielle. L'école que vous installez ici à Brest nous permet d'avoir des solutions à proposer dans ce domaine, à la fois aux entreprises, mais aussi aux demandeurs d'emploi. Cette première session brestoise, vous l'avez souligné, mais c'est important pour nous, c'est le fruit d'abord d'une réflexion que vous avez menée en amont, et puis d'un travail de partenariat local qui existe déjà sur de bon nombre d'actions de recrutement, mais qui ici a vraiment fait sens, à la fois sur l'accompagnement des entreprises autour de l'intelligence artificielle, mais aussi sur le champ de la mixité au niveau des recrutements des stagiaires, enfin des apprenants. C'est une des missions que Pôle emploi accompagne, à savoir lutter contre les discriminations et offrir à l'ensemble des demandeurs d'emploi toutes les chances possibles, indépendamment de son parcours de vie, indépendamment de son parcours de formation, que toutes les possibilités sont ouvertes. Alors la formation, vous en avez parlé tout à l'heure, elle dure 20 mois. Un conseiller Pôle emploi, la région, travaille aussi avec les partenaires autour des COPIL à garantir au niveau administratif les dossiers des demandeurs d'emploi, parce qu'on sait que c'est un facteur important qu'il faut pouvoir apprendre sans se soucier du volet administratif, et ça c'est notre part. Donc la formation, elle est de 8 mois, intensive, et ensuite les contrats de professionnalisation suivront. Mais comme je le disais tout à l'heure, la formation n'est pas la seule réponse. Nous avons tous un engagement social, sociétal, à ce que la diversité s'installe de plus en plus dans l'ensemble des métiers, mais en particulier dans ceux du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, cette promotion, elle est représentative de cette diversité. J'ai retenu 6 femmes, 14 hommes, de 20 à 47 ans, bénéficiaires pour certains de la reconnaissance travailleurs handicapés, avec ou sans le bac, voire plus. Résidant sur Brest, on a vu qu'il y avait aussi des Sud-Finistériens. Donc voilà, toute la Bretagne, enfin tout le Finistère est réuni. Et je maintiens que la diversité est Simplon, Microsoft, Simplon, l'ISEN, vous êtes aussi porteurs de ces valeurs-là, que la mixité, c'est un enjeu pour nous, c'est un enjeu pour nos enfants et pour les entreprises de notre territoire. Eh bien, très bien, merci beaucoup. On verra la promo en photo tout à l'heure, et je crois qu'on a quelques métriques effectivement sur la composition de cette promo. On va enchaîner avec le Crédit Agricole, qui a été l'un des premiers partenaires qui ont rendu cette opération possible, et c'est Jean-Jacques Desniel qui nous rejoint. Donc Jean-Jacques qui au pied levé intervient. Jean-Jacques, tu es le bienvenu. Merci Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Juste en préambule, des propos pour excuser donc Jean-Paul Carrien, le président du Crédit Agricole du Finistère, et Benoît Lucas, le directeur général, qui ne pouvait pas être parmi vous aujourd'hui. Donc je suis venu avec grand plaisir pour cette inauguration, accompagné de Pascal Laufroy, donc le directeur général adjoint de la Caisse régionale. Et juste en préambule, je vais reprendre des propos du président de Microsoft qui parlait de l'agriculture dans les intérêts que peut trouver l'intelligence artificielle et donc la formation qui est faite aux jeunes. Étant moi-même agriculteur, j'ai beaucoup apprécié vos propos et des propos que je trouve très très pertinents, et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est important aussi pour notre territoire où l'agriculture a une place importante. Alors, au Crédit Agricole du Finistère, donc banque régionale à statut coopératif, comme vous le savez tous ici, notre objectif principal, notre ADN, c'est bien d'accompagner le territoire, accompagner le territoire par de l'investissement, l'accompagnement des entreprises, des grandes entreprises, des PME, des plus petites entreprises également, mais aussi des startups dans leur croissance. Et à travers cela, attirer des talents. Et je pense que c'est important, ça, on l'évoquait tout à l'heure, dans l'intérêt pour le territoire, attirer des talents et participer à l'élévation des compétences, permettre la création de nouveaux marchés, donc en cohérence avec les atouts de notre département.
Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et tout ça, voilà, c'est aussi ce qui nous a amené dès le début à accompagner le projet. Le Crédit Agricole du Finistère, aux côtés du groupe, ça a été souligné tout à l'heure, le groupe Crédit Agricole a aussi, il y a une démarche, derrière la démarche de la Caisse du Finistère, il y a aussi une démarche nationale, a une ambition particulière dans le domaine de la RSE également, et je tenais à le souligner. Et les caractéristiques du projet École IA Microsoft, basé sur les valeurs de l'inclusion, de la diversité, et permettant à des publics éloignés de l'emploi de trouver un débouché professionnel en adéquation avec leurs aptitudes et les besoins des entreprises, sont bien évidemment au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi, dès la naissance du projet, nous sommes engagés aux côtés de Brest Métropole, aux côtés de Microsoft, à être un moteur d'une dynamique territoriale en fédérant les acteurs de l'écosystème. Et donc, dès septembre 2019, nous nous sommes engagés à intégrer un groupe d'apprenants dans nos équipes et également d'ouvrir les portes de nouveaux locaux à Brest en hébergeant l'école Microsoft IA. Dans un espace de travail donc qui forcément sera extrêmement adapté à leurs activités. Et cet espace de travail, donc ce sera un bâtiment qui s'appellera Quai 55. Je le parle au futur parce que il n'est pas encore livré ce bâtiment-là, mais ça va se dénouer très très rapidement. Donc dès ce printemps, bâtiment qui est situé à proximité de la voie express de la RN12 à l'entrée de Brest. Et je pense que c'est là aussi travailler, c'est bien travailler dans un cadre agréable. C'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur et donc on sera vraiment ravis d'accueillir dans ces locaux-là. Et donc juste pour terminer, donc comme vous tous, partenaires de l'école, nous accueillons donc au Crédit Agricole du Finistère 3 apprenants. Donc Patricia, Jamal et Jérémy, que j'ai eu la chance tout à l'heure de croiser là-haut et vraiment c'est un grand plaisir. Nous les accueillons sur des projets opérationnels à la Caisse régionale. Alors bien sûr, on les accueille en étant convaincus que leur présence dans nos équipes sera l'opportunité de faire grandir nos compétences en la matière et que de beaux projets d'intelligence artificielle verront le jour au service de la qualité de nos relations avec les clients et de la performance de nos activités. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Et tout ça, bien sûr, je reboucle avec ce que je vous disais au début, au service du territoire du Finistère. Et juste le mot de la fin, donc, je souhaite à tous les apprenants pleine réussite dans cette formation et vraiment bonne chance. Merci beaucoup Jean-Jacques. On va accueillir à présent Marc Faudeil, qui a été justement cité, donc directeur général de l'ISEN. Marc, vous allez nous parler justement de la collaboration un peu inédite dans le cadre de cette première promo avec Simplon. Je vous laisse prendre place. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, un mot pour commencer sur l'ISEN, vous présenter le pourquoi de notre présence dans cette formation. Bon, les ISEN, je ne sais pas si vous les connaissez bien, c'est en fait une marque d'école d'ingénieurs qui est présente en France, historiquement à Lille, sur l'arc méditerranéen, autour de Nîmes, Marseille et Toulon, et puis dans l'ouest de la France. Il faut savoir que ces établissements forment en 5 ans post-baccalauréat essentiellement des ingénieurs, et on en recrute à peu près sur l'ensemble du territoire français, 1000 par an, ce qui, rapporté aux 30 000 ingénieurs diplômés en France, commence à compter. Alors on a un positionnement qui est historique dans le domaine de l'électronique et du numérique, et qui a évolué un peu à l'image de ce que nous présentait Carlo tout à l'heure. On a en nous en fait l'idée des révolutions industrielles passées, et notamment l'idée des nouvelles transitions de la deuxième révolution industrielle qui est qu'on retrouve dans le cadre de la transition électrique, qui est un vecteur important dans le cadre des nouvelles technologies, enfin, de l'économie qu'on souhaite développer, et qui est couplé au développement de technologies numériques, et donc on accompagne aussi dans le cadre de la transition numérique. Donc vous voyez, en fait, on est une école qui est partie d'un tropisme fort pour l'électronique, la microélectronique, et puis qui en une dizaine d'années s'est complètement transformée en devenant une école de la double compétence, à savoir la compétence métier associée au numérique. Donc on a développé des partenariats avec beaucoup de grands groupes dans le domaine de l'énergie, notamment énergie et numérique, santé et numérique. Enfin, je ne vais pas tous les passer en revue, mais c'est ce principe-là en fait qui fait que l'établissement s'est développé
et particulièrement dans l'ouest de la France, où on forme cette année plus de 1200 ingénieurs sur Brest, sur Nantes et sur Caen. Et un petit peu sur Rennes aussi, où on a 2 années de formation post-baccalauréat. Donc vous voyez en fait un positionnement assez particulier, une façon de procéder qui détonne aussi un petit peu dans le paysage de l'enseignement supérieur, puisque l'établissement est une association à but non lucratif, et qui est une association sous contrat avec le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, mais le concept même d'association permet une souplesse de fonctionnement importante. Alors la mission de l'établissement, c'est de répondre, c'est un peu paradoxal pour j'allais dire paradoxal en France, je suis un peu ironique, mais c'est de répondre à la demande des acteurs économiques des régions dans lesquelles on est implanté. Et cette demande, elle s'exprime dans le domaine des technologies, associées à des métiers de façon extrêmement importante en ce moment. On l'a évoqué par l'intermédiaire de façon allusive, par l'intermédiaire du Crédit Agricole. On a été sollicité par la Chambre d'agriculture et le Crédit Agricole pour monter une formation dans le domaine de l'agronomie et du numérique. Chose que, pour être complètement transparent avec vous, on n'avait pas imaginé dans la stratégie qui était la nôtre sur le territoire. Mais on accompagne naturellement la demande des acteurs économiques. De la même façon, comme on ne formait que des ingénieurs à la double compétence numérique et métier, on a, parce que c'est un besoin exprimé par les industriels des régions dans lesquelles on a commencé il y a 5-6 ans à s'intéresser à des types de formations intermédiaires. Parce que comme l'a été rappelé, les technologies, ce n'est pas l'affaire que d'ingénieurs ou de Bac+12, c'est l'outil par lequel on va trouver du boulot. Le cœur de la formation qui est la nôtre, pour parler simplement, c'est de faire en sorte que les jeunes s'épanouissent en trouvant du boulot sur les territoires où ils ont été formés. Et pour trouver du travail, déjà il faut commencer par démystifier les technologies et donc les travailler au quotidien avec évidemment l'idée, et ça c'est l'objet de nos équipes, que de faire en sorte que l'appréhension qu'on a naturellement pour ce que l'on ne connaît pas, et notamment les technologies, s'estompe dans le cadre des formations proposées. Et c'est pour ça qu'on a développé des formations, avant de connaître Simplon, on développait des formations de type intermédiaire, que l'on fait toujours d'ailleurs dans le cadre d'une dimension qui n'est pas nationale, évidemment, qui n'est pas celle de Simplon, mais d'un opérateur interne qu'on appelle code.bzh, qui a formé différents types de publics, comme c'est le cas avec Simplon, et différents types de publics qui n'étaient pas du tout, dont on n'avait pas imaginé, les formés au niveau ingénieur, mais qui ont tous trouvé du travail par la suite, notamment dans le domaine de la cybersécurité, qui est aussi un vrai sujet d'inquiétude pour beaucoup de PME, avec une manque d'employabilité, en tout cas un manque de formation avérée en fait pour ces sujets dans nos régions. Je suis toujours trop long quand je commence à parler. Donc il y a l'idée en fait, mais que je résume simplement en remerciant les équipes, notamment Stéphane et Tatiana, qui sous la houlette de Michael Cabon, qui doit se trouver quelque part ici. Oui, il est en haut dans l'auditorium là. Il est toujours en haut, Michael. Il supervise. Il est toujours au-dessus de moi. En effet, il est tout au fond. Sans son ingénierie de projet, probablement cette opération ne se serait pas montée. Alors j'ai dit ne se serait pas montée. Tout à l'heure, j'étais un petit peu désinvolte en disant que je n'avais pas eu le choix de la monter parce que j'étais entraîné dans cette idée de participer à cette formation par 2 administrateurs que connaît bien Carlo, qui sont des anciens d'IBM, 2 directeurs généraux d'IBM France, en fait, sont membres de notre conseil d'administration. Et donc, bon, gentiment, ils m'ont gentiment proposé, en fait, d'accompagner ce projet. Mais on y serait allé de toute façon, puisqu'en effet, c'est un bel exemple de ce qu'on est en capacité d'apporter au territoire, au-delà des formations classiques, qui sont celles proposés au baccalauréat scientifique ou généraux et qui mènent au diplôme d'ingénieur. Il y a toute une cohorte de jeunes et de moins jeunes qui ont de l'appétence pour les technologies, mais qui ont surtout en fait l'idée que, en passant par les technologies, ils pourront se réinsérer dans le monde professionnel et dans des secteurs d'activité parce que tous les secteurs emploient les technologies. On parlait tout à l'heure en fait avec un jeune qui se présentait comme un ancien infirmier. Voilà.
on est dans un système en fait multisectoriel qui nécessite l'usage des technologies, qui permettra de gagner en productivité et de faire en sorte que tout le monde retrouve du travail et qu'on retrouve, nous, moi qui n'ai jamais connu, la société du plein emploi, parce que c'est aussi un des facteurs importants de la création de ce genre de formation. Bon, je finis par remercier les étudiants, parce que ce sont des étudiants qui sont en formation chez nous, pour leur persévérance, en espérant que ce qu'on leur avait promis a été tenu des faits, à savoir que on avait imaginé une formation de proximité, mais une formation que moi je voulais aussi piloter donc par des enseignants de qualité que je salue encore à nouveau, mais dans lesquels je voulais aussi interviennent des enseignants-chercheurs, pour montrer qu'au niveau Bac+2, au niveau Bac+3, on peut aussi être sensibilisé en fait à l'idée de l'usage des technologies par l'intermédiaire de use cases qui sont travaillés par des gens dont les compétences sont de dimension nationale voire internationale s'agissant de la recherche. Voilà, bon, c'est aussi comme ça qu'on intéresse notre public. Je vous remercie de votre attention, je suis trop long. Merci beaucoup Marc. Avant de donner la parole aux apprenants et d'accueillir Tatiana, on a l'intervention de la région Bretagne. Donc c'est Foro Datka qui va nous rejoindre pour je vais pas dire la prise de parole finale, puisqu'ensuite encore une fois on va donner la parole aux apprenants, mais donc la région, l'un des principaux financeurs de l'opération. Donc c'est à vous, Foro. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci Michel de nous recevoir dans cet endroit magique. C'est toujours un plaisir de venir ici et j'espère que la prochaine fois, quand je viendrai, les bars et les restaurants seront ouverts pour qu'on puisse retrouver cette convivialité brestoise qu'on adore tous. Donc, vous viendrez coworker au totem absolument. Juste au-dessus. Hein. Donc vous avez découvert la mezzanine tout à l'heure. Alors aussi, à mon tour d'excuser mon président, Loïc Chenet-Gérard, qui n'a pas pu venir parce qu'il a eu d'autres engagements dans le Morbihan. C'est pas à cause de la neige, parce que voilà, il m'a dit surtout insiste que c'est pas pour la neige, mais voilà, il a été retenu, mais il m'a chargé de vous transmettre ses amitiés, président Carlo, parce que apparemment vous avez fait connaissance et que il a beaucoup apprécié sa conversation avec vous. Alors, nous, pour le Conseil régional de Bretagne, c'est la deuxième collaboration. Il y a eu une première collaboration à Rennes et aujourd'hui la deuxième. Je suis extrêmement fière et il y aura probablement, je l'espère, une troisième qui va arriver pour Lannion. Alors, pourquoi cette collaboration? C'est justement, ça a été dit, parce que nous avons remarqué des besoins de compétences sur notre territoire, des besoins de compétences dans les industries, ça a été dit, et aussi dans la mobilité. Et en fait, la crise sanitaire, qui a été extrêmement dure pour beaucoup de personnes, notamment les jeunes, notamment les étudiants. Et là, il faudrait qu'on renforce les formations. Est-ce que le conseil régional le fait? Mais c'était aussi une opportunité, une prise de conscience. Ça a été rappelé aussi par beaucoup d'intervenants pour solliciter encore plus le numérique dans un grand nombre de secteurs. Nous, en Bretagne, nous sommes dans la cybersécurité, dans la 4G, aujourd'hui 5G. Il y a une culture numérique, il y a une tradition, il y a une volonté, et on a voulu profiter aussi de cette situation, non seulement parce qu'on pense que la souveraineté numérique européenne est essentielle pour l'Europe et que la Bretagne a ambition de prendre part aussi dans cette aventure collective, mais aussi parce que l'usage numérique peut rendre encore meilleur des services publics. Ça a été dit au niveau de la santé, au niveau mobilité. On voit aussi le télétravail et tout le bouleversement et le rapport qu'on a avec le travail, mais aussi l'agriculture, la traçabilité de l'aliment, pour bien manger pour tous. Ce sont des aventures extrêmement importantes pour l'avenir de la Bretagne. Et enfin, je voulais aussi féliciter le mode de sélection. Les jeunes qui ne sont pas d'une formation prestigieuse pour cette aventure-là. La passion, c'était le premier élément, l'unique élément peut-être. Je voudrais aussi saluer cette innovation
de sélection des étudiants. Et enfin, pour dire que j'ai vraiment beaucoup aimé la petite matinée que j'ai passée avec vous. J'ai vraiment appris, non seulement avec vous, les apprenants, mais aussi avec Carlo, qui a donné beaucoup de conseils, de parler en disant quand on parle pour un collectif, on devient extraverti. Bah, la preuve, je suis introvertie, je parle au nom de la région Bretagne, et voilà. Donc voilà, je vous souhaite à vous, les stagiaires, beaucoup de réussite dans votre parcours et l'épanouissement personnel. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va maintenant à présent accueillir Tatiana. On va mettre la photo, voilà, de la promo, hein, de la première promo de l'école Microsoft IA Brest Plus by Simplon et Isen. Je respire. Et on va accueillir, je crois, Julien et Ludivine qui vont apporter leur témoignage également sur leur parcours. Je vous laisse vous positionner ici si tu veux, Tatiana, et je vais aller vers le pupitre. Les micros n'ont pas été utilisés, ces micros-là, et en plus on a des bonnettes. Ils sont allumés normalement, hein, donc normalement tout va bien. Oui. Bonjour à tous. Donc Tatiana Kusberg, donc je suis chargée de projet de formation sur la formation école IA. Alors c'est pas moi qui suis intéressante aujourd'hui, c'est eux. Donc je vais juste vous donner quelques informations sur la composition de la promotion, mais je crois que la personne de Pôle Emploi a déjà communiqué des informations, mais je vais juste repréciser ces éléments. Donc effectivement, les deux personnes représentantes là qui font partie de la promotion de 20 personnes, la promotion est issue d'une sélection assez forte puisqu'on est parti de 90 dossiers qui étaient déposés. On a reçu à peu près 60 personnes et donc les 20 élus, les 20 talents ont été sélectionnés donc au mois de septembre et ils ont commencé en octobre. Donc la promotion est composée de 30% de femmes, donc 6 femmes et 14 hommes. Bon voilà, c'est un beau score parce que c'est vrai que en général on a des difficultés pour recruter des femmes. Les métiers un peu techniques doivent faire peur encore. Donc les personnes qui ont été sélectionnées sont toutes demandeuses d'emploi et en particulier du territoire brestois, sauf une personne qu'on a vu ce matin qui est de Quimper. Donc qui fait le trajet mais pas tous les jours. Là en ce moment, je pense qu'avec la neige, ça va pas être possible. Voilà. En termes de parcours, donc on a effectivement des personnes on a 50% de la promotion qui ont un niveau supérieur à Bac+3, mais bon voilà, c'est pas du tout dans le domaine de l'informatique, donc c'est quelque chose pour eux, l'IA et le développement data IA, c'est quelque chose de nouveau. Et on a des parcours infrabac aussi avec des CAP, avec pas de diplôme du tout. Donc c'est ça qui est intéressant parce que ça permet de mélanger des expériences et des compétences. Et Tatiana, en termes d'âge, je crois que c'est de 20 à 47 ans. Et voilà, ouais, ça, hein. Au niveau de l'âge, on est entre 20 et 47 ans, avec une moyenne à 30 ans et une médiane, donc on arrive dans les éléments un peu mathématiques, mais une médiane à 27. Donc c'est vrai qu'on a plus de 50% de la promotion qui a moins de 30 ans. Donc voilà, c'est une petite présentation du paysage de la promotion. Mais là, nous avons deux apprenants, donc Julien et Ludivine, qui vont vous présenter leur parcours, pourquoi ils ont choisi de faire cette école et ce qui leur plaît. Voilà, en même temps, on va passer les photos et les différents apprenants avec leur entreprise référente. Hein, comme ça permet également d'illustrer. Alors, on laisse peut-être effectivement Ludivine et Julien témoigner sur leur parcours, leur motivation, leur choix de s'orienter vers l'IA. Alors, qui démarre? Il y avait 2 micros normalement. Oui, on Ludivine. A 2 micros, donc. Très bien. Ouais, je vais commencer. Ok. Donc bonjour à tous et puis surtout merci pour tous vos vœux de réussite, c'est gentil. Moi je m'appelle Ludivine, j'ai 34 ans et j'ai intégré le parcours développeur data IA à Microsoft dans le cadre d'une reconversion professionnelle. En fait pour moi c'est déjà une 2e reconversion professionnelle. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2004. Après quoi, j'ai intégré une école d'ingénieur, mais comme beaucoup de jeunes entre 18 et 20 ans, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Et j'ai choisi un parcours d'ingénieur en urbanisme, un peu sans grande conviction, en fait. Et par contre, à côté de mes études, j'étais active dans le milieu culturel, dans le milieu associatif et passionnée de spectacles vivants.
Si bien que dès que j'ai eu mon diplôme en poche, en 2009 je crois, je me suis immédiatement reconvertie en fait. J'ai refait une formation et j'ai obtenu le titre de directrice technique du spectacle vivant. Donc j'ai exercé cette profession pendant à peu près 10 ans dans diverses entreprises culturelles ou d'événementiel. Et voilà, c'était un métier de passion que j'ai vraiment aimé, mais c'est aussi un métier très exigeant et il est devenu rapidement incompatible en fait avec la direction que je voulais donner à ma vie personnelle. Parce que aujourd'hui j'ai des enfants, j'avais besoin d'un petit peu plus de temps, donc j'ai décidé de me reconvertir il y a à peu près 1 an et demi. J'ai quitté ma dernière entreprise et puis j'ai fait le point, j'ai fait un bilan de compétences. Et assez rapidement, quand même, je savais que l'outil informatique, le numérique, serait mon prochain domaine. Donc voilà. À côté de ça, sur un plan personnel, je suis aussi devenue de plus en plus préoccupée par notre relation au monde et parce qu'il est en train de devenir. Et on voit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est omniprésente. Elle va continuer de l'être dans le futur. Et ça en fait, à mon avis, un levier formidable pour le monde de demain, pour construire le monde de demain. Et moi, je pense, comme le disait Carlo Porcenta, que c'était seulement un outil. Elle fait peur à certains, elle émerveille d'autres personnes, mais c'est un outil et c'est à nous de nous en saisir. Et le monde de demain dépendra de la manière dont on choisit de l'utiliser. Donc j'ai postulé en septembre dernier d'ailleurs pour intégrer l'école et j'ai eu la chance d'être retenue, j'en suis ravie. Dans le cadre de mon contrat d'alternance, je vais intégrer les équipes du LATIM, donc le laboratoire de traitement de l'information médicale, qui est une unité de recherche de l'INSERM au sein du CHRU de Brest. Et donc, je vais y travailler avec des chercheurs de l'UBO et du CRHRU et de l'IMT Atlantique sur un projet qui s'appelle Follow-NI et dont le but est d'utiliser des méthodes innovantes, notamment le deep learning, l'intelligence artificielle, pour améliorer l'approche conventionnelle de l'arthroplastie du genou. Donc, c'est la chirurgie qui consiste à remplacer en fait l'articulation du genou par une prothèse. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir rejoint ce projet. Ça correspond aux objectifs que je m'étais fixés et à mon désir de donner un peu de sens à ce que je fais. Et voilà, et je vous remercie de votre attention. Peut-être Ludivine, un retour sur les premiers mois au sein de l'école, la promo, les projets collaboratifs, l'entraide entre les différents apprenants. Cette pédagogie, ça vous convient bien ? Ouais, alors effectivement, c'est une pédagogie intense. La pédagogie Simplon, ça fonctionne par projet. Donc on nous donne des sujets. On n'a pas de cours magistraux. On fait beaucoup de veille. On apprend à chercher par nous-mêmes et à travailler en groupe ou seul sur des projets, des sujets. On a des choses à rendre comme ça très régulièrement. Et c'est vrai que c'est très intense. Mais c'est aussi la meilleure façon d'apprendre. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, en faisant. Et donc, à mon sens, ça nous donne une grande autonomie dont je pense qu'on est demandeur en fait de ça, puisqu'on est tous éloignés du cursus de base des étudiants. Donc, voilà. Parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage. On peut vous applaudir. Et on passe la parole à Julien. Bienvenue Julien. Là aussi, un mot sur votre parcours et pourquoi vous êtes orienté, vous avez été rattrapé par le virus de l'IA, du numérique. Oui. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Julien Furiga, j'ai 27 ans. Et donc, j'ai fait un bac scientifique et après ça, je suis parti un peu à la fac, un peu par dépit. Donc j'ai fait 3 années de licence de physique, ça m'a pas spécialement plu. Donc arrivé au bout de ma dernière année, j'ai arrêté et je suis parti en cuisine. En fait, je me suis reconverti dans la cuisine. Donc ça a fonctionné. J'ai fait 5 ans de cuisine et donc il m'est arrivé un enfant. Ça aurait pu être pire. C'est plutôt une bonne. C'était une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Ouais. C'était positif, mais. Et donc du coup forcément peut-être un peu difficile de faire jongler le rôle de père et puis les horaires, le métier de cuisine. C'est exactement ce qui a motivé ma deuxième reconversion du coup.
Et donc j'ai commencé à m'intéresser à plusieurs domaines. J'ai fait de l'intérim, j'ai cherché un peu partout ce que je pouvais faire. Et au final, je suis tombé sur des cours en ligne de développement. Donc j'ai commencé en fait le développement Android. Et j'ai été pris dans une formation financée par l'État qui s'est terminée en fait juste l'année dernière avant le confinement. Donc ça a été un peu compliqué de trouver du travail après ça. Et donc j'ai cherché à améliorer cette formation-là, à continuer d'avancer en fait tout simplement. Et à la base, moi j'ai appelé Tatiana qui m'a pour une formation de développeur web qui avait déjà commencé 2 mois avant en fait. Donc elle m'a parlé de la formation IA, je m'y suis intéressé et j'étais pas à la base spécialement intéressé, enfin pas passionné par l'IA. Et donc j'ai postulé et j'ai été sélectionné. Et donc depuis en fait je me suis découvert vraiment une passion pour ce sujet grâce à l'école et au sujet qu'on nous distribue toutes les semaines en fait. Et vous êtes donc là, cette semaine-ci, vous êtes théoriquement en entreprise. Donc vous êtes Julien, vous êtes à 3 au sein d'Alcatel-Lucent, c'est bien ça? C'est ça, oui. Donc on est tous les 3 dans un service différent. Donc j'ai pu rencontrer mes équipes et on a pu échanger ensemble sur les projets qu'on allait pouvoir aborder. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir travailler avec vous en juin pour aborder tout ça. Super. Et juste petite question à tous les deux, parce que je sais qu'on avait rencontré certains d'entre vous, beaucoup avaient dit qu'ils avaient vu l'information de l'école passer, notamment par la presse, par la PQR. Est-ce que c'était le cas également pour vous? Est-ce que c'est par la presse locale? Ludivine, comment vous avez entendu parler de la formation, peut-être? Oui, moi j'en avais effectivement entendu parler je crois que c'était dans le Sillage, voilà, le magazine de Brest, enfin de la ville de Brest. Ok, non, mais c'est intéressant aussi pour comprendre, parce qu'on parle d'une promo 1, mais ensuite d'autres promos à venir et utiliser les bons canaux pour toucher les personnes et pour apporter ce message aux personnes qui se reconnaissent dans cette définition. Bah parfait, merci beaucoup. Quelques applaudissements également pour Julien. Au niveau timing, on n'est pas en avance, mais on peut prendre quelques minutes pour les questions si vous en avez. Là, je m'adresse plus aux journalistes qui sont dans la presse. Si vous avez des questions, on peut évidemment les adresser aux différents interlocuteurs qui se sont succédés avec nous ce matin. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vois... Non, c'était un bras qui se levait, mais c'était pour une photo. Ok. Non, pas de questions ? Alors comme la première question du public est souvent la plus difficile à poser, je vous propose qu'on passe directement à la deuxième question du public. Bon, pour ceux qui me connaissent, c'est un peu mon running gag, hein, je le fais souvent. Hein, donc... Mais des fois, ça permet de déclencher la question, donc voilà, je le fais à bon escient. Bon, ça n'a pas généré de questions, on va s'arrêter là pour ce temps. Merci à toutes et tous pour ce temps qui marque officiellement donc l'inauguration de cette école. On va s'arrêter là. Merci évidemment à tous les partenaires. Carlo, peut-être le mot de la fin. C'était pas prévu, mais bon, un peu de spontanéité, si vous souhaitez. Alors, soit voilà au micro. Bon. J'ai pas changé les bonnettes, autant pour moi, mais. Merci à tous les partenaires, merci Michel, merci Omer, merci à la région pour l'emploi, enfin tous les partenaires. Vincent Plan, maintenant ça fait 3 ans. Marc, c'est super. Mais moi, je veux surtout saluer Julien et Ludivine. C'est ça les histoires qui nous font bouger, en fait. C'est ça qui nous passionne. Donc. Ravi de voir votre enthousiasme. Partagez ça avec les 18 collègues et effectivement, on a envie de voir après vos histoires. Donc, j'ai dit aux apprenants, écrivez-moi pour me raconter comment vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris dans le futur. C'est très intéressant. Et effectivement, je conclue encore sur la ville de Brest. Moi, hier soir, on a eu un dîner très intéressant, fort intéressant. Et donc, je vous laisse avec cette anecdote parce que italien en France, donc je l'ai fait par choix, et c'est frappant de voir comment la France est centralisée. D'accord, je vous le dis de façon très très franche. Donc ce concept de Paris est très fort. Bon, il y a eu les rois, il y a eu Napoléon, il y en a eu un autre. Bon, donc ça a fait que la France est comme ça. Mais je disais à François et Michel hier soir, la Silicon Valley, San Francisco, est devenue aujourd'hui un catalyseur d'innovation
c'est une ville qui est très éloignée de Washington. Mais on ne se rappelle pas que l'histoire de San Francisco, c'est d'abord une volonté politique de développer l'autre côte, une dépense pharaonique à l'époque, dans les années 60, 50, 60, de dépenses militaires, dans le naval d'ailleurs. Okay. Donc, parce qu'il y avait cette dépense, du coup, il y avait de l'industrie qui se créait, mais il manquait les compétences. Alors, Berkeley, Stanford sont nés pour ça. Donc, dépenses publiques, donc volonté publique, dépenses de la défense, université, et puis plein de jeunes qui vont à ces écoles. Et du coup, quand la révolution industrielle de la technologie IT est arrivée, et du coup, les entreprises devaient choisir un territoire pour aller. Et ils ont dit, là, c'est pas mal. Il y a de la dépense, il y a une belle ville, il y a de l'économie qui commence à être bouillonnante, et plein de jeunes. Donc, tiens, je vais m'installer là-bas. Et puis, 1, 2, 3, 4, HP, enfin, je ne vous fais pas toute la liste, mais San Francisco est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Une ville qui, par an, a 27 milliards d'investissements en venture capital. 27 milliards. La France est à 5. San Francisco, une ville, 27. Je répète, très éloigné de Washington, l'autre côte. Donc, si on pense Brest par rapport à Paris, ce n'est pas les quelques kilomètres qui séparent de Paris qui doivent être une espèce de contrainte dans la tête. On lève la contrainte. Brest, c'est connecté au monde. Brest est sur l'océan. Brest connaît les satellites. Brest connaît la météo, connaît l'agriculture, connaît l'industrie. J'ai vu des choses remarquables en industrie. Vous avez tout. La côte ouest, vous l'avez dit, c'est la côte ouest américaine, la côte ouest française. Voilà. C'est ici que ça se passe. Allez. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus. Brest, le monde, la technologie, on peut tout faire. Allez, formidable. Merci beaucoup. Merci à tous.